Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ceux qui nous rejoignent, pour celles et ceux qui sont nouveaux, ça fait plaisir de vous voir. N'oublie pas, si c'est la première fois que tu me vois, abonne-toi à ma chaîne, ça va me faire super plaisir. Et en même temps ça va me soutenir. Et merci pour celles et ceux qui sont là depuis longtemps et qui sont là, fidèles et qui continuent à me suivre. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je voulais revenir avec vous sur l'histoire d'un homme qui a marqué justement l'histoire de l'esclavage aux États-Unis particulièrement. Cet homme s'appelle Gordon, ou sinon nous l'appelons l'esclave Gordon, mais je préfère l'appeler Gordon. Alors pourquoi je voulais évoquer son histoire avec vous? Tout simplement parce que j'ai remarqué que l'histoire de la traite négrière, on la connaît sur ses grands angles, pour ceux qui s'y intéressent, et on la connaît aussi de par ce qu'on apprend à l'école, mais c'est souvent une histoire racontée par les vainqueurs, entre guillemets, je sais même pas si c'est une question de vainqueur ou quoi, mais par les dominants, et forcément l'histoire elle est très souvent biaisée, en tout cas il nous manque beaucoup d'éléments. Alors moi justement je voulais revenir avec vous, faire une petite série de personnages qui ont marqué l'histoire de l'esclavage, l'histoire de la traite négrière, parce que on a des archives, on a des récits, des images, et du coup on peut imaginer leur vie et leur histoire. Alors moi je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup à l'histoire des Noirs aux États-Unis, c'est pour ça que je vais plutôt me diriger vers ce volet là, même si je vais aussi faire des recherches sur l'histoire en Afrique avant l'esclavage. C'est aussi un projet que j'ai envie de mener avec vous sur cette chaîne, et je voulais aussi revenir sur ça parce que en Europe ce sont des histoires qu'on connaît très peu. Donc voilà, j'espère que c'est quelque chose qui va vous intéresser, qui va vous plaire. N'hésitez pas à me faire des suggestions de vidéos, n'hésite pas non plus à t'abonner et à t'abonner à mon Instagram, c'est itsdiana. Je partage beaucoup d'actualités, beaucoup de positivité sur la communauté, donc n'hésite pas à me suivre là-bas aussi. Alors l'histoire de Gordon commence bien avant cette date, mais c'est cette date qui va marquer sa trace dans l'histoire. Nous sommes en mars 1863 aux États-Unis, et plus précisément en Louisiane, dans une plantation. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Gordon était un esclave qui est devenu malgré lui une figure emblématique, si on peut le dire, des services qu'enduraient les esclaves. Cette photo qu'on aura prise de lui sera la plus grosse preuve de la brutalité qu'enduraient les esclaves. Mais tout à l'heure je vais vous dire ce que je pense de la diffusion d'images comme celle-ci, ou en tout cas à cette époque, et ce que ça peut résonner aujourd'hui à notre époque. J'ai beaucoup réfléchi, j'avais un certain point de vue par rapport à ça avec l'histoire de George Floyd et la vidéo qui a énormément tourné sur les réseaux sociaux et dans les médias en général, mais en écoutant un des podcasts de Rokhaya Diallo sur Kif Taras, mon point de vue a un peu évolué, et je vous dirai justement tout à l'heure ce que je pense de tout ça. Donc en mars 1863, pour une raison assez floue, le surveillant de la plantation a décidé de s'acharner sur Gordon et de lui asséner plus de 100 coups de fouet. Alors je dis pour une raison assez floue parce que apparemment on lui aurait dit que c'est parce que il avait tenté de tirer sur tout le monde, et il faut savoir quand même que cette explication lui a été donnée après qu'il se soit réveillé d'un coma assez long et d'une convalescence très longue qui aura duré 2 mois à cause de ses coups de fouet. Et en voyant cette photo, je pense que c'est inimaginable la douleur qu'il a pu endurer. Donc il a été rapporté que après les coups de fouet, le maître de la plantation, qui n'était pas là au moment des sévices, a tout simplement licencié le surveillant, mais Gordon à son réveil prendra la décision de s'enfuir de cette plantation. Alors comment la fuite s'est déroulée? Bien évidemment, vous vous doutez bien que quand un esclave s'enfuit, cette décision ne sera pas sans conséquence. Il faut savoir que lorsque les esclaves s'enfuyaient ou qu'ils étaient pris en train de comploter pour s'enfuir, ils étaient soit pourchassés et quand ils étaient retrouvés, ils étaient tués, soit torturés devant tout le monde pour en faire des exemples. Donc c'est assez délicat quand on entend des personnes dire que 400 ans d'esclavage c'est un choix, parce que j'aimerais bien les voir justement dans cette situation, à savoir choisir entre survivre et souffrir certes, mais en tout cas tuer en vie, ou sinon prendre le risque de t'enfuir et de te faire tuer. Il faut garder quand même à l'esprit que les esclaves fuyants étaient poursuivis, chassés. Les moyens de déplacement qu'on a aujourd'hui ne sont pas du tout les mêmes qu'à l'époque. Donc quand tu es dans un endroit où tu sais à peine où est-ce que tu te situes, pas vraiment dans quelle direction aller, donc c'est assez compliqué de prendre de tels risques. Et au-delà de ça, tu as quand même à tes trousses des personnes qui sont armées, à cheval, avec des chiens, qui eux savent clairement où est-ce que tu peux te cacher. Donc c'est envisageable de réfléchir à 2 fois quand même avant de prendre une décision qui pourrait être fatale. Mais Gordon prendra une décision extrêmement intelligente avant de s'enfuir. Il prendra dans sa plantation des oignons. Alors vous allez me dire, des oignons pour faire quoi? Parce que les oignons ça a une odeur très forte et qu'il savait très bien qu'il allait être pourchassé. Et donc à chaque fois qu'il traversait un marécage ou une rivière, il se frottait justement le corps
avec ses oignons pour que les chiens perdent sa trace. Il a été rapporté que Olivier Gordon a fait à peu près 64 km avant d'arriver à sa destination finale en 10 jours. Donc vous imaginez quand même le temps, 10 jours à pied, c'est énorme. Aujourd'hui on n'envisagerait même pas de marcher pendant 10 jours. Donc alors imaginez dans des moments où justement tu sais que tu es poursuivi, que tu sais que ta vie elle tient à un fil, marcher pendant 10 jours, c'est un truc de fou. Donc en fait Gordon il n'a pas de marché pendant 10 jours sans savoir où est-ce qu'il voulait aller. Il savait très clairement où est-ce qu'il allait, ou en tout cas il savait très bien où est-ce qu'il voulait aller et où est-ce que serait sa destination finale. Parce que tout simplement la guerre de sécession avait déjà débuté aux États-Unis. Pour ceux qui ne le savent pas, la guerre de sécession c'est la plus grosse guerre civile qui est connue les États-Unis, qui a débuté en 1861 pour finir en 1865. Donc pour faire vite fait, histoire de vous replacer la situation et de vous faire un petit cours d'histoire, la guerre de sécession opposait les États-Unis d'Amérique, donc le côté dit l'Union, qui comptait les États abolitionnistes, 5 États esclavagistes et le Parti républicain. Et tout ça, c'était dirigé par Abraham Lincoln. Et du coup, dans le camp opposé, on a les États confédérés d'Amérique, dit la Confédération, qui comptait les 11 États du Sud, dirigés par Jefferson Davis. Et en fait, c'est pour ça qu'on dit tout le temps que le sud des États-Unis, c'est l'endroit le plus chaud pour les Afro-Américains et le plus chaud où le racisme fait rage. Parce que justement, Abraham Lincoln était contre l'esclavage. Et Jefferson Davis était pour, bien évidemment, parce que si on doit parler avec des chiffres, que relève l'ouvrage Civil War Day by Day, sur 8 millions de blancs que comptait la totalité des États esclavagistes, 385 000 blancs possédaient des esclaves. Et pour que vous voyez à peu près ce que ça donne économiquement parlant, s'ils avaient été déclarés nation indépendante, ils auraient été en 1860 le 5e pays le plus riche du monde. Puisque finalement leur économie reposait principalement sur l'exploitation des terres agricoles et l'exportation du coton aux États-Unis et bien entendu en Europe. Donc voilà pourquoi abolir l'esclavage, c'était finalement les amener à leur perte d'économie, à leur richesse, à leur pouvoir, à tout ce que vous voulez. Donc pour revenir à Gordon, comme je le disais tout à l'heure, son but était de rejoindre l'armée de l'Union pour intégrer les groupes dits colorés. Donc à ce moment-là, c'est clairement la seule issue possible pour les noirs. Soit ils sont esclaves, soit ils sont en poursuite, soit justement s'engager dans l'armée, parce que là ils seront entre guillemets, je mets des gros guillemets, ils seront libres et protégés. Même si forcément qui dit guerre dit risque encore une fois de mourir. Donc c'est là que Gordon va devenir célèbre malgré lui. En fait quand il arrive sur le camp, ses coéquipiers le prendront en photo. Donc il y aura d'abord cette photo et ensuite ils vont le prendre en photo avec son dos dans une position que lui-même a choisie. Il a été rapporté qu'il était très humble malgré ce qu'il avait vécu. Il n'avait pas forcément de haine, qu'il prenait les choses finalement comme elles étaient. Et en fait cette photo, comme je l'ai dit, ce sera une preuve pour que le monde entier se rende compte de la gravité de la situation, même si je trouve que c'est... Enfin, je vais donner mon avis après, mais voilà, je finis avec ça. Donc la photo, elle sera mise en carte postale et elle sera mise aussi dans les journaux pour faire preuve de la réalité des choses. Donc là où je peux donner mon avis et où mon point de vue a fortement évolué, ça va pas forcément changer mais il a évolué, et je peux comprendre finalement que des gens n'acceptent pas la diffusion de telles images. Il faut savoir qu'aux États-Unis, après la traite négrière, il y a eu la période de lynchage. Et pendant cette période de lynchage, les Noirs américains, ils étaient pendus, brûlés, tabassés, etc. Et à chaque fois c'était sur la place publique avec les blancs qui étaient autour et qui se prenaient justement en photo avec. Et ces photos n'étaient pas des photos pour refléter la gravité de la situation ou pour dénoncer quelque chose. Ces photos, elles étaient prises délibérément avec les blancs qui posaient à côté pour après être offerts en carte postale. Et c'est là le problème, c'est que comme disait Rokhaya Diallo dans son podcast Kif Taras, elle expliquait très bien que finalement le corps noir était un corps qui a toujours servi à divertir l'homme blanc, en tout cas énormément aux États-Unis, et ça permet de laisser ancrer dans l'esprit des blancs que finalement le corps noir ne compte pas et que on peut en faire ce qu'on veut. Finalement c'est que un divertissement. Par rapport à la vidéo de George Floyd qui a tourné pendant des semaines, et donc c'est là où mon point de vue évolue un peu, c'est qu'au début j'étais vraiment à me dire il faut absolument partager, c'est hyper important, mais j'oubliais quand elle a expliqué que finalement c'est horrible de se dire que on a besoin de ces images pour prouver que ça existe. Parce que s'il n'y a que la parole, juste raconter les faits, ça n'a pas du tout d'impact. Ou en tout cas c'est très difficile d'apporter le débat sur la table, d'en discuter et de faire évoluer les choses sans la diffusion d'images aussi
trash. Donc si aujourd'hui la diffusion d'images elle a plutôt évolué, c'est plus dans un sens de prévention, dans un sens en tout cas de dénonciation, il faut pas oublier qu'à l'époque les images de lynchage et de mort et de corps morts d'afro-américains c'était un divertissement pour les blancs envoyé par carte postale et juste pour faire garder à l'esprit des blancs que le noir était inférieur. Donc en fait c'est de la propagande clairement, mais en même temps on peut quand même se poser la question de du coup est-ce qu'aujourd'hui sans ces images on pourrait rendre hommage à ces personnes, on pourrait se souvenir de ces personnes. Et des fois ça m'arrive souvent de me dire que j'aimerais tellement qu'il existe des images de toute la traite négrière, mais vraiment des photographies de tout ce qui s'est passé, un peu comme pendant la Seconde Guerre mondiale où on arrive à mettre des visages sur les personnes disparues, qu'on arrive à mettre des visages sur la situation, comment ça s'est déroulé, etc. Donc voilà, j'ouvre le débat sur ce sujet. Dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez justement de la diffusion d'images. Voilà, j'espère que la vidéo elle vous a plu, j'espère que je vous ai appris quelque chose. N'oublie pas, abonne-toi à la chaîne. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.